Et nous revoilà, donc tout va bien, l'année commence normalement, j'ai 10 minutes de retard, tout est normal, c'est la vie habituelle. Merci à tous de me rejoindre pour ce débat, le débat Payment in Retail, Pain or Gain. Donc je rappelle rapidement les règles du jeu parce que c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Donc vous ne regardez pas les caméras, on se regarde nous, vous parlez dans le micro et puis il y a des gens en régie qui font tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc je précise pour nos auditeurs que nos invités ont joué le jeu. Ils n'ont eu pas de questions, ils ont juste eu un petit call vite fait juste avant pour leur dire « Au fait, on va parler de ça ». Donc vous étonnez pas si de temps en temps ça fait flop une question, c'est de ma faute, j'avais qu'à leur donner les questions avant. Voilà, donc peut-être on va commencer par un petit tour de table, parce que moi j'ai le plaisir de bien vous connaître, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs. Donc si chacun vous pouvez prendre une petite minute pour vous présenter votre entreprise. Donc on va commencer par Caroline. Bonjour à tous, donc Caroline Gaille, directrice générale d'American Express Carte France. Donc American Express, groupe mondial basé à New York, coté à la bourse, et donc qui est un modèle un peu particulier puisqu'un modèle 3 coins, puisqu'on a un réseau comme Visa et Mastercard, et puis on émet des cartes, plus de 115 millions de cartes dans le monde, et puis on acquiert aussi des commerçants, et on opère dans 140 pays. C'est pas mal déjà, une petite start-up dans le paiement. Voilà. Et on est, peut-être pour terminer, on date, si vous avez un Lucky Luke, des années 1850. Donc voilà. Ouvrez votre Lucky Luke, vous verrez Wells et Fargo sont les deux fondateurs d'American Express. Ah quand même, c'est pas tout jeune. Alexandre. Bonjour à toutes et tous, je suis Alexandre Awimi, Managing Director de PrestaShop. PrestaShop, c'est la plateforme e-commerce open source leader en Europe et en Amérique latine. On accompagne près de 300 000 entreprises, 300 000 marchands dans le monde dans la création de leur boutique en ligne et le développement de leurs ventes. Notre rôle, c'est d'être leur moteur de croissance et tous ces 300 000 marchands ont réalisé l'année dernière 24 milliards de volume d'affaires. Et on est très fiers de pouvoir les aider à croître, et, notamment à travers le paiement. Merci. Même exercice pour toi, Jérémy. Bonjour à tous. Et Jérémy Borot. Donc moi, je suis chez Cdiscount. Cdiscount, c'est 10 millions de clients l'année dernière. C'est 100 millions de produits vendus tous les ans. C'est aussi 100 millions de produits dans le catalogue. C'est le deuxième plus gros e-commerçant en France. Et au-delà de ça, c'est une plateforme technologique qui aujourd'hui développe des B2B donc, et de la logistique. Et Octopia, qui maintenant propose la technologie de Cdiscount en marketplace. Ça rassemble 15 000 vendeurs en Europe et dans le monde. Et en fait, avec 800 IT, c'est devenu maintenant une grosse plateforme de tech. Donc, Cdiscount est avant tout une boîte de tech. Là-bas, je m'occupe des partenariats, de la data science et un peu de paiement, notamment le paiement 4 fois. Merci à tous d'avoir joué le jeu, de le faire très court. Donc, Jérémy, je vais rester un peu avec toi, mais déjà, pour planter un peu le décor, hein, pourquoi Retail and Payment, Pain or Gain ? Parce que pendant des années, j'ai quelques cheveux blancs, ça fait longtemps que je fais cet exercice, sous différents formats. Et quand on parlait de paiement, c'était plutôt un truc entre experts, un peu aride. C'était quand même un sujet, il fallait être bien tech, comme tu le disais, mais même, il fallait vraiment envie d'aller dans la soude quand même, hein, le paiement. Et depuis quelques années, j'ai l'impression que ça change un peu. On commence pas à nous parler que de pain points et de problèmes à régler, mais de bénéfices clients et aussi de bénéfices tout court. On commence à voir le sujet devient sexy. Alexandre, il passe même à la télé sur BFM pour nous raconter un nouveau service de paiement. Donc, je suis très jaloux. Et donc finalement, c'est... ensemble la prochaine fois. Ah bah j'espère. C'est pour ça que je t'ai invité. Et donc ça change. Et j'avais envie un peu qu'on parle de ça. Est-ce que vraiment on est enfin passé de l'autre côté de la barrière où on parle plus de bénéfices, qu'ils soient pour le client et pour vous, les différents acteurs de la chaîne de valeur, que de problèmes de tuyauterie à régler. Donc, je souhaitais commencer par toi, Jérémy, parce que finalement, Cdiscount, c'est ce pourquoi on se bat tous là-dedans. C'est un moment qu'un marchand adopte une solution, une ou plusieurs solutions, et parce que la transaction, c'est quand même au cœur de ton métier. S'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de vente chez un marchand. Donc, ça te fait réagir comment pour toi, gain or pain, le paiement aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un gain qui est très clair dans le fait que d'abord, ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui se font autour du paiement, le paiement en 4 fois que Cdiscount fait depuis plusieurs années. Les nombreux moyens de paiement, il y a des systèmes de cagnotte. On noue des partenariats sur d'autres sujets au moment du paiement, avec effectivement tout ce qui est acquisition externe et notamment du cashback. Donc, il y a un pain qui est très clair, enfin il y a un gain qui est très clair, mais justement j'en viens au pain. Il y a un pain derrière qui est, au fond, le paiement est devenu un utilities, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, c'est un peu comme l'électricité ou la lumière ici ou le Wi-Fi, on s'attend à ce que ça marche. Et derrière, il y a une équipe d'anges gardiens qui fait en sorte que ça fonctionne.
Je me dirais pas si tu as du boulot pour que ça soit bien ce matin. Exactement, il y a du boulot pour que ça soit bien. Et en fait, il y a du boulot sur un site de e-commerce pour que ça fonctionne. Et donc, il y a effectivement un ensemble de peines qui existent toujours, qui peuvent être réglementaires. Parce qu'en fait, la partie réglementaire est très bien, mais ça prend de la place dans les roadmaps IT, ça prend de la place dans l'investissement. Et ça peut être du risque, au sens, dès qu'on met un nouveau moyen de paiement, dès qu'on met un nouveau système, en fait, il y a un risque de fraude, il y a un risque de complexité, il y a un risque que ça s'arrête. Chez Cdiscount, 1 heure d'arrêt du moyen de paiement, ça coûte une fortune. Ça n'arrive pas parce que les anges gardiens sont derrière. Mais en fait, si ça arrive, et on a parfois des bugs, ça coûte une fortune. Et puis, il y a enfin un coût de la diversité à maintenir. C'est-à-dire que tout ça, ça crée de la diversité. Par exemple, la partie technique est une chose, mais la partie relation client en est une autre. Quand on veut mettre un nouveau moyen de paiement ou un nouveau système de paiement, tout de suite, il faut aussi que le call center de Cdiscount sache quoi répondre en cas de problème. Et le call center de Cdiscount, c'est entre 10 000 et 40 000 appels par jour, selon si on est un dimanche ou plutôt près de Noël. Et donc, c'est toute cette complexité qu'il faut gérer, qui crée la partie peine de la chose qui existe encore. Là, tu viens de me parler que des peines, on est bien d'accord. Ah mince alors, moi qui m'attendais à ce qu'il y ait un peu de gain. Alors, est-ce qu'il y en a un petit peu quand même? Il y a effectivement un peu de gain. Enfin, j'y reviens, j'en ai parlé. Tout ce qui est paiement en 4 fois pour les clients, c'est un vrai apport pour les clients et pour Cdiscount. Il y a aussi effectivement cette partie cashback, cagnotage, il y a énormément de choses qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, sur un site comme Cdiscount, pour bien comprendre, est-ce qu'il y a un arbre de Noël de solutions de paiement proposées? Désolé, j'ai pas été payé hier en fait. J'aurais dû le faire juste avant de venir. Mais est-ce qu'il y a un arbre de paiement avec toutes les solutions modernes qu'on peut imaginer de nos amis FinTech ou de Gilles, Worldline qui était là tout à l'heure, etc. Ou est-ce que vous avez fait le choix peut-être de restreindre à juste quelques propositions Alors, on a un choix qui est suffisamment large pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, on a tous les cartes bancaires Visa, Mastercard. On a American Express, par exemple, avec lequel on peut payer. On a PayPal, on a tout un ensemble de cartes cadeaux. Donc, il y a beaucoup de moyens de paiement. Et puis après, il y a des moyens de paiement qu'on n'a pas, soit parce qu'on les a débranchés. Je n'aurais pas de nom. Moi, j'aimerais bien les rebrancher d'ailleurs. Mais parce qu'on a fait ce choix de ne pas les avoir, parce qu'effectivement, il y a un modèle économique qui est que ça nous coûte souvent plus cher que d'autres prestataires. Et puis, il y a des choix de diversification dont je parlais avant, qui font que on n'a pas ces systèmes-là, ou pas encore, ou on ne les a plus, pour réduire nos coûts et permettre en fait de repasser cette marge à nos clients. Parce qu'en fait, on est sur des systèmes, Cdiscount de marge très faible, on fait beaucoup de promotions, et on préfère mettre l'argent dans la promotion que dans des moyens de paiement additionnels qui ont d'autres coûts pour nous. Quand on a échangé dans le passé sur ce qu'on se connaît depuis longtemps, parce que tu viens d'ailleurs de l'univers du paiement, il y a des points qui ont attiré mon attention. Tu viens de dire d'ailleurs qu'il y a des moyens de paiement que vous avez essayés puis débranchés. Je ne te demande pas de les citer, mais c'était quoi les raisons qui faisaient que finalement vous vous êtes dit bon, c'était bien en POC, en proof of concept, mais on continue pas? Alors, il y a des sujets je vais rentrer un peu technique, mais il y a des sujets d'instantanéité du paiement. Et il y a des sujets de relations clients. On en parlait juste avant. L'instantanéité du paiement, c'est qu'en fait, comme beaucoup d'e-commerçants, quand on paye sur Cdiscount, on ne paye pas vraiment à l'achat. À l'achat, on fait l'autorisation. Et en fait, on paye quand Cdiscount envoie le produit. Ce qui est assez classique dans l'univers de la vente à distance, etc. Enfin, exactement. Mais on a eu quelques partenaires qui en fait aiment bien que le paiement soit instantané. C'est-à-dire qu'en fait, le paiement est tout de suite visible sur le compte bancaire du client. Alors, si on fait ça, ce n'est pas forcément un problème, sauf que ça veut dire que si jamais, pour une raison X ou Y, on n'expédie pas le produit, et quand on a 100 millions de produits en catalogue et 15 000 vendeurs, la raison X ou Y, il y a plus de produits qu'il y a de Français, donc il y a autant de cas particuliers. Et à ce moment-là, il faut faire un refund. Pareil, un refund, ce n'est pas forcément un problème, sauf que il se passe toujours quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui a perdu sa carte entre le moment du refund et le moment du paiement. En gros, ça génère beaucoup de cas particuliers et beaucoup de flux financiers, de flux comptables, ça, qui rendent quelque chose qui pouvait paraître sympa, le paiement instantané en l'occurrence que tu évoques, et pas forcément adapté à ton besoin de e-commerçant. Exactement. Et pour peu que l'adoption côté client soit pas encore là, on se retrouve en fait à éduquer le client sur un système qui nous crée plus de problèmes qu'il nous apporte et qui fait qu'à un certain moment, on prend la décision de débrancher parce que ça nous amène toute une complexité induite au service client, à l'IT. Ça fait aussi des sujets que nos anges gardiens des paiements, nos spécialistes du paiement doivent regarder. Et moi, en fait, j'ai des équipes paiement qui sont importantes, qui sont très compétentes, mais qui sont en fait limitées en termes de nombre. Et donc, plus on rajoute de diversité, plus on rajoute de complexité, plus ça s'ajoute à la roadmap de ces personnes-là.
Donc oui, c'est pas si simple. Et alors un deuxième point, mais on y reviendra tout à l'heure, mais comme je veux faire réagir Alexandre et Caroline tout à l'heure sur un sujet que j'ai en tête, tu viens d'évoquer tout à l'heure le problème aussi du business model. Parfois, c'est de nouvelles solutions de paiement, puisqu'on peut avoir l'impression que peut-être ils vont des nouvelles offres. Je pense à l'open banking, par exemple, où on peut se passer du scheme card qui a un prix. On y reviendra tout à l'heure au business model des cartes. Et on peut se dire, tiens, un virement, c'est pas cher, un virement, c'est gratuit, j'initie un virement, on doit pouvoir négocier. Et tu me disais dans un échange préalable à cette émission que c'est pas si simple, parce que finalement, beaucoup d'acteurs se disent, voilà, puisque la carte, elle prend ça, nous aussi, on prend ça, et finalement, pour toi, il n'y a pas tant de différence de business model que ça à choisir une autre solution. Alors, on ne peut pas généraliser, tout dépend de la solution, tout dépend du prestataire. Effectivement, en termes de pricing, qui était d'ailleurs mon ancienne casquette au sein de BPCE Paiement, il y a plein de prestataires qui s'alignent sur les prix de la carte et qui ont tout à fait raison de le faire. Alors là, je ferai de même. Et ce qui fait que derrière, pour le e-commerçant, l'avantage économique peut parfois exister, tout dépend du prestataire. Et puis parfois, en fait, il n'y en a pas particulièrement. L'avantage, il est côté effectivement usage client. Et là, Cdiscount est ravi d'intégrer la solution quand effectivement ça fait sens économiquement et que les clients ils sont prêts. Bon, on le voit, il y a quand même, pain, gain, finalement, il y a encore quand même quelques pains. Alexandre, toi, en même temps, tu fais des publicités à la télé pour parler de paiement. Je sais que même tu fais beaucoup d'événements. Et vous allez beaucoup à la rencontre de vos clients, de vos marchands. Bien sûr. Et je sais que c'est aussi des sujets que vous essayez de mettre sur la table depuis longtemps. Alors, pas toujours avec le même succès, mais enfin, vous essayez d'en parler. Et de retour, quelle est ta vision? D'abord, est-ce que ça te fait réagir? Et comment, toi, pain, gain, le paiement? De ma fenêtre, je pense qu'on est plutôt sur du gain de manière générale. On est effectivement sur une vision de commoditisation du paiement qui est passé d'un élément de risque à un élément contrôlé et avec une démocratisation pour les marchands de la connexion à différentes méthodes de paiement. Moi, je représente des marchands qui vont être petits et moyens, qui sont différents évidemment de la taille qui est gérée par Cdiscount et différents acteurs. Solutions de paiement ont permis de démocratiser, de rassembler les différentes méthodes de paiement et donc finalement enlever ce pain pour les marchands et s'intègre de mieux en mieux. Je pense notamment à ce qu'on a construit avec PayPal, PrestaShop Checkout, à tous nos partenaires, des Stripe, des Adyen, des Molly, qui sont aussi d'ailleurs des membres reconnus de l'Axel, qui font ce travail en fait pour compte de ces marchands. Donc du côté des marchands, c'est devenu relativement neutre, ou ça devient un pain, comme le décrivait Jérémy à raison, mais c'est plus tant le sujet. Ça devient un gain à partir du moment où les solutions de paiement vont vraiment leur permettre de résoudre leur pain principal, c'est-à-dire la conversion, puisqu'il y a 70% d'abandon de panier, notamment lié au paiement. Et là vont intervenir la capacité de ces solutions de paiement à proposer les bonnes méthodes de paiement pour l'international notamment, quand on veut vendre à l'étranger, à proposer des nouvelles méthodes de paiement, et je pense notamment au paiement fractionné qui est effectivement en boom depuis 2018. Le marché a triplé, on parle de 250 milliards sur le BNPL, donc Buy Now Pay Later au paiement fractionné à 2025. C'est finalement certainement une des rares méthodes de paiement qui doit être en croissance sur le premier trimestre aujourd'hui. Donc ça permet aux marchands de résoudre un pain, c'est-à-dire celui de la conversion. Aujourd'hui, tu lui proposes ces solutions sur étagère. Exactement. C'est ton métier. Toi, c'est de proposer toutes ces... Mon métier, c'est de faire ça. Donc, il y a quelques semaines, on a lancé notre propre solution de paiement fractionné avec Payplug et Onet sur le sujet. On est partenaire aussi. C'est que des membres de l'Axel. Exactement. Alors, il y en a d'autres peut-être qui ne sont pas encore membres. Je pense à Klarna notamment, Scalapay. Il arrive. Alma est membre et mérite. Superbe progression sur le sujet. On a ces partenariats. Et notre métier, en fait, c'est de démocratiser ces solutions qui sont utilisées par les plus gros, avec les pains rencontrés, de réduire ce niveau de pain et de pouvoir faire en sorte qu'elles puissent s'intégrer sur les sites e-commerce de ces marchands petits et moyens. Mais toi, finalement, donc, ton boulot étant de transformer le pain en gain, tu fais du gain au milieu aussi, quoi. En fait. Exactement, évidemment, oui. Tu me disais un chiffre qui m'avait un peu marqué, c'est pour ça que je t'avais invité à cette émission, au détour je crois, de l'AG de l'Axel, tu m'avais dit que c'était devenu quasiment un tiers de votre chiffre d'affaires, les solutions d'embedded finance, pas que de paiement. Mais... Alors, ça sera même encore plus à ce moment-là, mais effectivement, il y a quelques années encore, ça correspondait à peu près à 10% de nos revenus, un peu plus, et là, cette année, on va être à beaucoup plus qu'un tiers de nos revenus sur le sujet du paiement. Et fintech, en fait. On est un acteur de la finance embarquée ou de l'embedded finance sur des sujets à la fois de paiement, on en parle, mais aussi sur des sujets de crédit ou quasi, le paiement fractionné, pour les consommateurs, pour les marchands aussi demain, avec des solutions de financement du BFR, du besoin en fonds de roulement des marchands.
que ce soit leur campagne marketing, l'achat de leur stock ou même le financement du recrutement de leurs équipes. Ça va aussi être possible et intégré à travers PrestaShop. Après, l'acteur qui va les financer va pouvoir se rembourser sur leur vente. On va parler de Revenue-Based Finance. On a des partenariats avec Riverbank, avec Silver. Il y en a d'autres qui vont arriver. PayPal propose désormais du capital en France et aux Pays-Bas, en plus d'autres pays en Europe de manière historique. Donc tout ça est en révolution. Toi, tu te plugues sur tout ça. Exactement. Et alors, pour bien comprendre... c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt ces acteurs qui se pluguent à PrestaShop et qui permettent à la fois aux marchands de bénéficier de leurs solutions et d'améliorer, de fluidifier leurs opérations. Puis non seulement ça leur permet de générer des transactions ou de les financer en amont, mais ça va aussi leur permettre de gagner du temps. On est sur des sujets de simplification des usages, autant pour les consommateurs que pour les marchands, pour les entreprises qui utilisent ces solutions. Et alors pour bien comprendre, pour le béotien que je suis, j'imagine que pour se brancher sur ta plateforme, il y a un fees, donc c'est comme ça aussi que tu gagnes ta vie. Bien sûr. Et si je comprends bien l'offre que tu as fait avec nos amis Donné et de Payplug, c'est que là, en plus, dans la même gamme d'offres où tu peux avoir 10 partenaires, il y en a un qui est un peu plus partenaire que les autres, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire c'est celui qui est en tête de gondole, quoi. C'est le partenaire que l'on a choisi pour effectivement lancer notre produit essentiel que l'on va proposer à nos marchands avec la marque PrestaShop, qui va s'intégrer encore plus nativement, pour lequel on va simplifier encore plus l'expérience. Ensuite, les autres solutions restent partenaires et font partie de notre écosystème. Exactement. Et l'enjeu, c'est de continuer aussi à donner accès aux marchands à ces solutions, puisque nous sommes une plateforme ouverte, open source. On est fiers de porter aussi ces valeurs-là et on a pour ambition de faire grandir notre écosystème avec effectivement aussi la possibilité pour nous de recommander aux marchands pour démarrer une première solution qui sera certainement celle brandée PrestaShop. Et avant de passer à toi, Caroline, j'ai encore une ou deux questions pour Alexandre, mais je voulais préciser, n'hésitez pas à me couper la parole. Et on intègre Amex à travers American Express, à travers exactement, on travaille ensemble. Tout comme il y a des marchands PrestaShop qui vont vendre sur la marketplace et discount. Et alors, juste pour revenir à ce que tu viens de citer, cette offre sur le BNPL, le BNPL, c'est un peu finalement un vieux sujet remis au goût du jour ou un jeune sujet un peu vieux dans certains... Enfin, comment tu interprètes ce super buzz autour du BNPL, parce que c'est quand même des vieux sujets, enfin, le crédit en X fois, etc. Enfin... Le crédit en X fois, c'est les banques rattachées à des distributeurs ou à des VPCistes très souvent, ou à des VPCistes aussi du Nord. D'ailleurs, on a lancé PayLater chez Honnay dans le Nord, à Croix, à côté de Lille. Voilà, c'était marqué de sens aussi, fort de sens de le lancer là-bas. Donc effectivement, ça a déjà des dizaines d'années. En revanche, ce qui est certain, c'est que toutes ces solutions n'étaient pas à destination des marchands petits et moyens. Elles étaient utilisées par les plus gros distributeurs, retailers ou les plus gros e-commerçants. Là, ce qui s'est passé depuis quelques années, je dirais, en tout cas en Europe continentale depuis 3 à 5 ans, c'est que des solutions ont permis de démocratiser l'accès aux paiements fractionnés pour ces marchands et donc à leurs consommateurs finaux. Et il y a eu une véritable accélération sur les dernières années avec des nouveaux entrants, soit des nouveaux entrants qui se sont créés, en France notamment, je pense à Alma, soit des gens qui sont arrivés de l'étranger, comme Klarna ou désormais Scalapay d'Italie, et puis des acteurs aussi historiques qui sont à la fois des banques et qui ont la possibilité d'avoir des taux d'acceptation records, je pense à Honnay notamment, qui ont aussi décidé de simplifier l'intégration à leurs solutions pour ces marchands petits et moyens. Et donc, ce sujet du PayLater qui était déjà démocratisé dans les pays du Nord, dans les pays germaniques et dans les pays anglo-saxons, évidemment depuis au moins 5, 10, 15 ans aussi à cette échelle-là, il y a eu une accélération pour les pays d'Europe du Sud sur lesquels il y avait un retard, et notamment en France, un retard assez notable par rapport à ces autres pays. Une dernière question sur ce sujet, avant 15 autres que je te poserai tout à l'heure. On est toujours dans un schéma d'offres, c'est-à-dire que toi, en tant que PrestaShop, tu travailles, tu fais ton boulot de recherche sur toutes ces offres très sympathiques et tu les proposes sur ta plateforme après avoir fait des partenariats en essayant d'expliquer à ta grande communauté de 300 000 marchands que c'est super bien et qu'ils devraient l'utiliser. Ou est-ce qu'on est passé plutôt maintenant à une demande, c'est-à-dire où vraiment, dans les endroits où tu rencontres tes marchands et tes clients, ils viennent te taper sur l'épaule en disant quand est-ce que tu me proposes ça parce que j'en ai vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire comme question? Bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais, ce qui est intéressant, c'est notamment par rapport au Buy Now Pay Later, au paiement fractionné. Encore une fois, il y a d'abord une éducation à faire des marchands, parce que les consommateurs, ils sont là, hein, ils attendent ça. Et il y a une demande qui est encore plus vraie avec toutes les pressions économiques que l'on connaît là depuis le début de l'année au moins, voire des dernières années. Donc le sujet aujourd'hui, c'est effectivement d'offrir ça aux marchands. Il y a une demande de leur part, on le voit tout simplement à travers le trafic et l'afflux de marchands, d'e-commerçants qui viennent à ces ateliers, à ces conférences sur le Pay Later, là où le sujet du paiement, qui était devenu de plus en plus une commodité, était un peu moins attractif sur les événements sur ces dernières années. Merci Caroline. Alors, j'ai encore plein de questions pour toi. Mais Caroline, quand même,
J'ai aussi plein de questions pour Amex. Je t'en prie. Je me suis demandé si tu avais fait exprès, juste avant l'émission, j'ai reçu un mailing qui me disait d'utiliser ma carte chez les petits commerçants. Ah bah oui. C'était programmé, non? Non, Ou pas c'est du que tout. moi C'est qui l'ai notre reçu? opération qui démarre justement pour soutenir les petits commerçants grâce à nos offres de cashback et sur lequel, en fait, en effet, si tu dépenses 20 € dans ton petit commerçant de quartier, on va te rembourser 5 € et grâce à nos outils digitaux, c'est automatique, systématique et ça marche très très bien. Donc c'est la 3e année qu'on le lance. Alors j'ai commencé sur le ton de la boutade, mais c'est vrai que quand je t'ai invité pour ce plateau, je te l'ai dit, j'avais un peu la vision inverse de ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression qu'Amex, quand vous alliez voir les marchands ou les partenaires potentiels, vous étiez sur une colline un peu tout seul. Nous, on ne parle pas de paiement, nous. On amène des clients CSP++, on amène de la fidélité, on amène des opérations marketing. Non, le paiement, ne vous inquiétez pas, c'est derrière. Et pendant que tous les autres se battaient sur la tuyauterie et le paiement. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde utilise les mêmes collines que toi. Pardon, mais il y a plein de prestataires qui proposent des types Cardlytics. On a des membres comme Pellid et autres qui proposent des services d'analyse de dépenses cartes qui permettent de faire du cashback, par exemple, que j'utilise avec plaisir sur tes services. J'ai vu une fintech qui faisait un partenariat avec Air France pour faire des cartes de dépenses. Moi, j'avais l'impression que tu avais un monopole. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai eu peur pour toi, je t'ai téléphoné tout de suite. Donc, j'avais l'impression que tu étais un peu toute seule et que maintenant ils arrivent tous sur ce côté game. Comment tu vois cette situation, toi, de ton point de vue? Non, alors c'est vrai qu'historiquement, nous, on est une société de service. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est positionné. C'est-à-dire que nous, on apporte un service au client et un service par notre modèle 3 coins. Donc, on est en relation directe avec le commerçant et directe avec le client. Nous, c'est on apporte de la valeur au client et au commerçant. Et le paiement est juste ce qui nous permet d'apporter ce service. Donc, historiquement, c'est vrai que nous, la satisfaction de nos clients, c'est ce qui est principal. Et quand on est arrivé sur le marché français, nous, on a investi fortement justement pour être de plus en plus intégrés dans les solutions françaises. Donc, on travaille avec tous les agrégateurs parce que nous, on avait notre propre système, étant un modèle de 3 coins vraiment spécifique. Donc, on a investi, donc on a eu un peu de peine à investir pour se faire certifier et justement pour pouvoir toucher plus de commerçants pour ensuite leur dérouler notre valeur. Et nous, on croit en notre valeur. Et d'ailleurs, on peut la prouver. Donc, le commerçant, il choisit ou pas de prendre Amex. Et le client, il choisit ou pas de prendre une carte American Express. Et donc, nous, notre valeur, on l'a. Et le travail qu'on a fait, donc, on a eu du pain parce que on est certifié, on a travaillé avec les PSP, on a travaillé avec tous les agrégateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'accepter Amex Exactement, qu'avant. on a travaillé avec des banques acquéreurs pour leur dire pluguez American Express. Et nous, ensuite, on va aller travailler la valeur, etc. Et on va les démontrer aux commerçants, à ces discours, comme de plus en plus avec des petits commerçants, pourquoi il y a un intérêt pour eux de prendre American Express et qu'est-ce qu'on va leur apporter. Et ça, on le mesure. Par exemple, nous, on a là, avec la crise, 2020-2021, on a 114 000 nouveaux commerçants qui sont venus rejoindre American Express en pleine crise, avec en plus dans la restauration, les commerces de proximité. Parce que les gros, souvent, on est déjà bien implantés et on fait des actions sur mesure. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se développent. Le cashback se développe, c'est très anglo-saxon, hein, ça fait des années que ça existe. Nous, on en a profité pour investir sur nos outils, sur l'appli. D'ailleurs, on a été numéro 1 là, par Google sur les applis financières, où en un clic, on s'enregistre pour l'offre. Et donc, pour le client, c'est extrêmement simple. Mais surtout, c'est pour le commerçant. C'est-à-dire qu'avec le commerçant, on fait du sur-mesure. Nous, on n'est pas mass market, en cashback. Nous, on va voir le commerçant, donc en fonction des types de commerçants. Si c'est un gros commerçant, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Est-ce que c'est la notoriété sur notre cible? On sait qu'on a un panier moyen 2,4 fois plus élevé. Est-ce que c'est des nouveaux clients que vous allez chercher? Est-ce que c'est des clients existants sur certaines catégories? Et on va faire l'offre sur mesure et ensuite on va la mesurer. Combien de ventes vous voulez? C'est quoi la profitabilité, le ROI? Et en fonction de ça, on va bâtir l'offre sur mesure. Et ça marche. Ça marche parce qu'on a le ROI, on va calculer le nombre de ventes et puis on va voir aussi la persistance des dépenses dans les mois qui suivent. Et donc ça, ce programme qu'on avait sur les gros, maintenant, comme on va de plus en plus sur les commerces de proximité, donc on ne fait pas autant du sur-mesure, mais comme l'action qu'on démarre aujourd'hui, qui est pour pousser nos clients vers ces petits commerçants, pour les aider. Tu es un peu moins seul qu'avant dans cette proposition de valeur. Oui, mais il y a la proposition de valeur et ensuite il y a les résultats. Donc, moi, tant que j'ai des résultats, que je démonte ma valeur, encore une fois, le commerçant et le client, ils choisissent. Et moi, je suis en croissance. Donc, alors qu'on pourrait tous penser que pendant la crise, Amex, positionnement très haut de gamme, le voyage, etc., sur nos cibles corporate, petites entreprises. Je n'osais pas t'en parler. Voilà, clients. Et nous, la crise, alors c'est vrai, on se l'est prise de plein fouet. Les grandes entreprises, moi, Amex, j'ai plus voyagé pendant 2 ans. Plus de frais professionnels, on en discutait tout à l'heure.
Les petites entreprises, ils ont bien continué. Mais et nos clients, pour la partie haut de gamme qui voyageaient beaucoup, etc., il n'y avait plus rien pendant 2 ans. On a profité de cette crise pour renforcer encore plus l'ancrage de la carte dans la vie de tous les jours, de parler du cashback. Le cashback, c'est une chose, mais qui est en plus du service 24 heures sur 24 que l'on a sur la sécurité, sur la fraude. Et on a mis tout ça en place, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a retrouvé nos volumes de 2019. Donc, quand le voyage va vraiment repartir, quand la vie vraiment va repartir, nous, on est très confiants sur l'avenir, en fait, parce que cette crise nous a permis d'accélérer là où on était un petit peu plus faible, il faut se le dire, et on avait des enjeux importants. Et là, on continue. Et la meilleure chose, c'est que, comme je le disais, là, 114 000 commerçants qui nous ont rejoints en à peine 1 an et demi, des gros qui nous restaient au champ Decathlon, qui sont revenus rejoindre en pleine crise American Express, parce qu'on peut leur démontrer la valeur. C'est quoi la première demande quand tu viens de chercher en tant que... Alors, oui, il y a le coût d'acquisition pour un commerçant d'aller chercher des clients, c'est un coût important. Et donc, si nous, on peut montrer qu'on peut apporter des nouveaux clients, et surtout, 80% de nos clients, ils restent fidèles. On a les chiffres, encore une fois, on mesure tout, puisqu'on est 3 coins, nous, on voit tout ce que font nos clients. Donc, le fait de pouvoir aussi le coût de rétention de ces clients. Et tu parlais de pain et gain. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, sur la réglementation, on en parlait tout à l'heure. PSD2, c'était painful, la réglementation, la double authentification, etc. Mais nous, donc, on a eu de la pain, mais au final, on a du gain. Pourquoi ? Parce qu'on a développé des outils. Et notamment, on en parlait, un site de liste de confiance qui permet aux clients d'enregistrer ces sites, peut-être tu l'as testé, qui fait qu'il passe beaucoup plus vite. Je passe un message personnel aux autres banques que j'utilise, copier. Voilà. Mais faut avouer que c'est pratique. Voilà. Et donc, ça, par exemple, la Banque de France nous a demandé de venir le présenter à l'industrie du paiement parce que, pourquoi ? 1, les taux de fraude sont très bas, donc le système fonctionne. 2, pour le client, il enregistre ses sites de confiance, donc c'est lui-même. On peut peut-être rappeler en 2 secondes, parce que là, on parle en 2 secondes, quand je paye sur n'importe quel site avec mon Amex, juste après, on va me proposer une case à cocher. Ce que je veux mettre à jour ma site de liste de confiance. Et si j'avais envie de revenir souvent sur SNCF, je dis SNCF, c'est bon, me redemande pas à chaque fois mon 3D Secure. Et voilà, et ça passe. Et comme ça, il n'y a pas de double authentification. Ce qui t'empêche pas de faire des contrôles, j'imagine. Bien évidemment. Et on a tous nos modèles de fraude qui restent derrière. C'est simplement que là, on facilite la vie du client et nos taux de fraude sont encore plus bas qu'habituellement malgré ça. Mais c'est surtout pour le commerçant. Il n'y a pas d'abandon de panier. Et ça se passe beaucoup plus vite, ce qui est très important dans ce monde-là. Ouais, et ça, Cdiscount serait ravi de l'avoir avec beaucoup plus de banques, effectivement. Parce que nous, par exemple, nos taux de transformation ont pris un gros coup très récemment. Parce qu'effectivement, un certain nombre de banques sont passées la tranche supplémentaire sur 3DSV2 pour qu'on ne puisse plus valider par SMS et qu'on doive passer par l'application bancaire, ce qui est tout à fait, j'allais dire, normal, légitime, c'est la réglementation. Mais l'impact pour les e-commerçants est très important. Et derrière, ça veut dire effectivement les taux de transformation et c'est presque un sujet quasiment sociétal d'accès au paiement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver à télécharger leur application bancaire et qui vont in fine soit prendre une autre carte, soit qui vont finir par réussir à payer. Mais en fait, quand vos clients, c'est 10 millions de Français, dans les 10 millions, il y en a aussi pour qui télécharger une application bancaire, c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure backstage. Par le fracture numérique. Et donc, on perd des gens et on complique la vie au quotidien d'un certain nombre de personnes qui, en fait, sur la masse, n'est pas négligeable. Donc, si on pouvait faire ça plus, ça, effectivement, arrangerait tout le monde. Faut avouer que j'ai remarqué, au début, je me demandais pourquoi tu envoies, ça fait très longtemps que je suis client, donc pourquoi tu envoies le code, avant que ton code par le code à saisir en email et en SMS en même temps. Alors que les autres acteurs me l'envoyaient qu'en SMS. J'ai compris que depuis que j'ai une maison en zone blanche. Résultat, je peux payer qu'avec toi, malheureusement. Même si des fois, ça ne marcherait pas, mais voilà. Donc là, on parle de fracture numérique pour les consommateurs, mais il y a aussi un autre pain lié à ça, c'est pour les entreprises petites et moyennes. La plupart du temps, c'est le dirigeant, la dirigeante qui a la carte Amex ou une carte bleue. Et il se les prête. Donc, une carte bancaire, pardon. Et là, on est sur un autre sujet qui est que la personne qui reçoit le code d'authentification sur son téléphone, son propre téléphone, n'est pas forcément à côté. Et la carte peut être utilisée par d'autres. Donc là, dans les usages aussi B2B, parce qu'on l'a tous connu sur le deuxième trimestre de l'année dernière, et il y a encore des sujets aujourd'hui, on a vu une vraie baisse des taux de conversion de ce fait-là. Et on parle de moins 14 à moins 40 selon les pays sur le taux de conversion, sur le deuxième trimestre l'année dernière pour le e-commerce. Donc c'est un gros impact. Il y a un sujet de fond intéressant pour l'Axel qui, au fond, est-ce que c'est à la réglementation de s'adapter à l'usage des gens ou est-ce que c'est à l'usage des gens de s'adapter à la réglementation? Parce que là, en l'occurrence, dans ton cas, et moi ça m'est arrivé la semaine dernière parce que j'ai expérimenté ce cas-là, de partager une carte de société. Et au fond,
On ne devrait pas, parce qu'elle doit être nominative à un moment, mais on devrait en avoir 2. Mais il y a des solutions proposées par des fintechs très sympathiques sur le sujet. Probablement, il faut que je me renseigne. Mais exemple. effectivement, ce que tu mentionnes, c'est un cas qui est réel, qui existe, il y a des centaines de milliers de personnes dans ce cas-là. Et voilà, est-ce que c'est à la réglementation de s'adapter à ça? Parce que là, aujourd'hui, la réglementation demande aux gens de s'adapter à ça. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Alors, la réglementation, un dernier petit point sur le sujet, d'ailleurs, mais je pense avec chacun, vous pouvez réagir. Est-ce que c'est toujours autant un pain, par exemple, honnêtement, en tant que client, dès que je me log, on me demande mon KYC pour la 8e fois, parce que j'ai toujours pas été le faire. Donc tu me le réclames. J'ai l'impression que tu es passé par beaucoup d'étapes ces derniers temps sur le sujet. Oui, alors sur le KYC, c'est sûr que c'est un pain, soyons clairs. Alors c'est particulièrement du côté émetteur là, de cartes pour le coup. Enfin même pour les commerçants, le Know Your Business, c'est aussi, ça c'est plutôt un pain. Donc sur ce point-là, c'est plutôt un pain, je dois avouer. Mais bon, la réglementation, comme je le disais, il y a d'autres cas, comme ce que je viens de vous décrire, la liste de confiance, où là pour le coup, c'est un gain, parce que nous, en revanche, on n'a pas vu d'abandon de panier et nos transformations par nos commerçants sont vraiment en augmentation grâce à cette solution. Donc c'est mitigé, je dirais. Et toi, je t'ai pas fait réagir sur le BNPL, tu voulais peut-être réagir tout à l'heure. Oui, alors nous, ça fait très longtemps, étant groupe américain, que sur nos cartes, et notamment aux États-Unis et sur certaines de nos cartes en France, où on pouvait faire du paiement fractionné, mais côté émetteur. C'est-à-dire que le client, par exemple, il achète son billet Air France, tu parlerais Air France, tiens, je répondrai à ta question sur Air France. Il achète son billet Air France, il va sur son appli mobile, il pouvait décider, on faisait du 3 fois sans frais, là, nous, et c'était nous-mêmes qui prenions le coup. On a développé dans la plupart des pays la facilité de le faire 4 fois, 5 fois, 6 fois du côté émetteur de cartes. Donc, ça sera bientôt déroulé sur le marché français, ça ne l'est pas encore. Mais après, côté commerçant, comme on travaille de plus en plus avec des PayPal, avec des Klarna, avec des Alma, et qu'on se plug dans ces systèmes-là, quand eux le proposent, en fait, si la carte en dessous, c'est la carte American Express, il n'y a aucun souci, le client bénéficie de ces solutions-là. Donc, c'est pour ça que je disais, nous, en fait, c'est vrai qu'historiquement, et tu as raison, on a toujours notre valeur sur laquelle, plus que jamais, on peut prouver par les chiffres qu'on apporte de la valeur aux clients et aux commerçants. Et c'est notre raison d'être, il faut qu'on les convainc de faire ça, parce qu'ils ont le choix. Contrairement souvent aux autres modes de paiement. Mais du coup, le travail qu'on a fait, c'est vraiment de travailler. Nous, on est très ouverts sur les fintechs. On a pris des participations. Derrière Stripe, c'est Amex. Derrière SumUp, il y a Amex. Là, on a acheté Kabbage aux États-Unis, Izettle, MiChiPay. Donc, on prend, parce qu'il y a des gens qui font des choses très bien pour apprendre. Et donc, on s'intègre de plus en plus dans les solutions pour que plus de gens et plus de commerçants et American Express derrière et pour nos clients. Alors, donc pour nous, c'est win-win en fait. Là, c'est du gain. J'ai une question d'un auditeur là, qui nous demande, on sait bien, on parlait beaucoup de cartes quand même. Et alors, est-ce que vous avez un avis sur l'Open Banking Payment, l'initiation de paiement parmi les solutions que tu peux proposer toi sur Cdiscount ou Amex, je sais pas, toi, c'est une menace ou c'est une opportunité tout ça enfin... Alors, nous, on s'est lancé. On a commencé, donc ça n'a rien à voir. C'est pas la division... carte, c'est une autre division en parallèle qui s'est créée pour voir justement sur le paiement instantané, pour les commerçants qui en font la demande évidemment, parce qu'eux, ils vont à un coût réduit. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Donc, on a lancé Pay with Bank Transfer. On l'a testé là au Royaume-Uni. On est en déroulement. On apprend et on va voir comment ça marche. Si ça fonctionne, on le déroulera. Après, il faut pour l'instant, me semble-t-il, c'est pas encore très clair quel est l'avantage pour le client, surtout dans un marché comme la France qui est un marché de débit. Parce que les Anglais, ils ont des cartes de crédit revolving, etc. Nous, on a un marché de débit. Quand vous payez... Donc, pour le commerçant, évidemment, si on se base sur les coûts, il peut y avoir un intérêt, évidemment. Et encore, je le disais, pas toujours. Il peut y avoir. Tout dépend, en fait, du business model qu'on a en face. Voilà. Nous, on teste des choses là-dessus, il y en aura après. Voilà. Mais après, pour l'instant, de notre expérience à date, c'est de voir comment les clients, est-ce que les clients, eux, voient leur valeur? Est-ce que quand ils achètent quelque chose, ils vont avoir un refund? Est-ce que, du coup, ils ont des assurances sur ce chose que, par exemple, je casse un vase, par exemple, nous, avec une carte Amex, vous achetez un vase, je dis n'importe quoi, vous le cassez, on est remboursé immédiatement. Donc, il y a tout aussi l'écosystème, quelle est la valeur pour le client. Donc, on regarde, nous, on y va là, on a notre solution qu'on a lancée par cette autre division sur le Royaume-Uni, on va voir si ça fonctionne. Si ça se développe en Europe, on aura une solution qui marche dans tous les pays. Une réaction sur ce même thème? Là-dessus, effectivement, nous, on teste ça, et en fait, on a des POC en cours sur ce sujet-là. On y croit pas mal, et là je rejoins Caroline, il y a un sujet quelque part d'adoption des clients. C'est-à-dire qu'au fond, si on le propose, mais que les clients n'y sont pas prêts ou n'y voient pas d'intérêt, en fait le truc ne fonctionne pas. Et je reviens, ça nous crée des coûts, ça nous crée de la complexité. Et donc en fait, il y a un double enjeu entre
faire avancer le système, faire avancer le sujet et être en avance de phase. Et en même temps, pas aller trop vite, parce qu'aller trop vite, bah, ça a un coût derrière, un coût qu'on préfère mettre dans nos promos que d'absorber. Même question. Je suis très aligné avec Jérémy. Je pense que la vision, elle est là et il va falloir tous qu'on y aille. Maintenant, c'est le timing. C'est déjà le cas en Allemagne. On paye beaucoup par transfert bancaire. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau à l'échelle mondiale. Je pense que les usages vont se développer, notamment grâce peut-être au 3DS V2. Parce que si on doit aller valider dans son app... Le parcours se rapproche. Exactement, le parcours se rapproche. Et il y a un autre usage, d'ailleurs, je pense à des startups avec lesquelles j'ai échangé récemment, mais il y a aussi l'usage avec le QR code. Donc, on va pouvoir avoir des usages offline, online, qui vont être facilités. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis, enfin, il y a aussi un sujet B2B qui peut être intéressant aussi à travers cette méthode de paiement, qui est déjà aussi plus utilisée côté pro. Donc, c'est aussi quelque chose qui a surveillé. Mais je suis d'accord avec toi, on va voir dans quelle mesure il y aura une adoption rapide ou pas. Alors, j'avais, je crois, noté 15 questions de plus, on ne va pas les faire. Sur les 2-3 dernières minutes, j'aimerais juste... À l'apéro. À l'apéro ce soir, bien sûr. Pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, à l'apéro ce soir. Vous êtes obligés de nous rejoindre, de toute façon, c'est pas le choix. Non, les Bordelais, c'est plus loin. Oui, tout de suite. Non, Il y aura les bouteilles. Une remarque. D'abord, quand on parle d'adoption et de délai, c'est intéressant pour tous ceux qui nous suivent, parce qu'on a une communauté à l'Axel qui a depuis longtemps. Le PFC, vous le savez, pas tout jeune, ça fait depuis 2011. Et c'est vrai qu'on voit souvent un temps assez long entre l'offreur qui vient nous parler d'un truc super sympa, tout nouveau. Tu viens de parler de payer avec des QR codes. Je peux te montrer des vidéos de 2011 sur le paiement restaurant avec le QR code. Et sauf qu'à l'époque, c'est mort de sa belle mort pour des raisons de soi-disant sécurité, etc. Puis maintenant que tout le monde est habitué à s'identifier pour le Covid avec un QR code, c'est revenu au devant de la scène. Et il y a une boîte comme Sunday qu'on aime beaucoup qui lève 100 millions sur le sujet. Et il y en a plein d'autres. Donc, les choses évoluent. Et d'ailleurs, on parle d'open banking. Il y en a qui sont valorisés des milliards sur le pitch. On va remplacer les cartes scheme. Donc, next step peut-être, à voir. C'est une question de timing. On verra après, encore une fois, c'est la valeur qu'on apporte, la valeur pour le client, la valeur pour le commerçant. Et puisqu'on parle d'argent, j'avais une dernière question. Dans les pains que évoquaient les marchands, parce qu'il y a des moments où on invite, tu vois, là, on t'invite en tant que marchand, il y a des moments où on avait invité des fédérations de marchands, et puis souvent, ce qui revenait, qui revient moins, là, mais c'était, non, mais c'est bien le paiement, mais c'est cher. C'est cher, vous me parlez de vos moyens de paiement, c'est cher. Alors, c'est pas revenu trop, là, dans le discours d'aujourd'hui, mais c'est un mythe que c'est hors de prix d'intégrer un Amex, que c'est pas donné quand même de payer le paiement sur PrestaShop. C'est un mythe, ça a baissé, ou c'est une réalité? Et puis toi, je peux te poser la même question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que c'est cher quand tu vas intégrer des nouvelles solutions de paiement X, Y, Z qui viennent taper à ta porte? Question est pour les trois, hein. Comme ça chacun peut dire un petit mot avant qu'on conclue. Oui, mais nous, on a une tarification. Alors, c'est pas les mythes de ce qu'on pouvait entendre il y a 15 ans, 20 ans, parce que... T'es plus à 5%, tu veux dire. Non, ça c'est clair. Mais en revanche, c'est clair qu'on a une tarification qui est supérieure, mais encore une fois, parce qu'on a la valeur. Et donc, le commerçant, il choisit, et le client, il choisit. Soit on arrive à bien faire notre boulot et démontrer cette valeur au commerçant que, ben voilà, il a acheté à tel prix, mais voilà ce qu'il a eu en retour. Et donc, dans ce cas-là, de la même façon que je suppose que tu as un iPhone ou un Nokia ou un Samsung, bon ben voilà, c'est un téléphone, mais au final, tu n'as pas la même chose que tu appartiens. Donc, nous, c'est avec la valeur qu'on délivre qui justifie notre tarification. Et à nous de faire le boulot, de démontrer chaque jour cette valeur à nos clients. Donc, on est tout à fait à l'aise. Même question sur tarification, prix pour les marchands. Moi, je suis complètement aligné avec ce sujet de valeur. On n'est plus seulement sur la conversion, on est aussi sur l'acquisition de clients, sur la fidélisation. Donc, en fait, c'est pas tant le taux à regarder, c'est tout ce que ça peut apporter. Deux, il est aussi important quand même d'avoir en tête qu'il y a un coût à démocratiser aussi ces solutions et qui est bien moindre en France qu'aux États-Unis. On paye en France quasiment 2 à 3 fois moins quand on est e-commerçant qu'aux États-Unis. Et ensuite, quelle valeur est apportée par ceux qui tirent le marché vers le bas? Je pense notamment aux acteurs bancaires qui n'ont pas forcément une expérience d'intégration fameuse auprès des e-commerçants. Et dans ce cas-là, le temps perdu est à revoir. Et puis, je pense aussi en fait qu'il y a un biais qui est qu'on va regarder le taux le plus bas qui va nous être offert par son partenaire qui est X ou Y, alors qu'il faut regarder le taux moyen. Parce que si on a une grosse clientèle internationale, etc., ça va créer un biais. Donc, il y a en fait différentes manières d'apprécier cette valeur. Et une question peut-être de remontée terrain des marchands. Est-ce que tu as vu une évolution dans le temps sur cette perception du fait de devoir payer pour encaisser? J'ai l'impression que pendant des années, pour les marchands, c'était presque un vol. Comment? Mais c'est mon argent, je dois payer pour encaisser. Et alors qu'à côté de ça, ça ne dérange pas de payer un comptable, j'adore les comptables, de payer d'autres prestations, mais un peu comme un particulier qui n'a pas envie de payer sa carte bancaire, mais il paye son coiffeur. Est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'ils comprennent la valeur ajoutée qu'il y a dans le service? Oui, je pense que pour le e-commerce, la question s'est moins posée, parce qu'au-delà de traiter la transaction, il y a aussi un sujet de réassurance.
sécurisation, etc., qui était un des gros enjeux au démarrage pour le e-commerce. Et les solutions de paiement ont fait leur boulot là-dessus, que ce soit des gens comme PayPal qui ont beaucoup travaillé autour de ça, ou d'autres. Il y a quand même un vrai sujet là-dessus. Je pense que dans le monde online, pour les e-commerçants, il y a moins cette défiance-là. Oui, et puis moi je rajouterais, nous Amex, on est en croissance. Bien sûr. Donc si on est en croissance, c'est que on vend de la valeur et que les commerçants l'adoptent et l'apprennent. Donc je dirais c'est la démonstration que voilà, si on a de la valeur et qu'on la démontre, les gens prennent et payent un peu plus cher. Et je pense que ce point de valeur est important. Si je prends le point de vue de ces discounts, nous on a un principe directeur qui est très simple, qui est en fait on est un site de discount et donc c'est les promotions pour nos clients. Et donc, on optimise nos paiements pour que les coûts soient le plus faibles possible et qu'on vienne à nos clients de manière à pouvoir remettre cette promotion vers nos clients. Une fois qu'on s'est dit ça, clairement, quand on installe un nouveau moyen de paiement, n'importe quoi dans le système de paiement, c'est jamais complètement gratuit, ne serait-ce que parce que ça déplace un de nos anges gardiens à paiement et que derrière, ça nous prend de la place dans les roadmaps IT. Et ce que ça veut dire, c'est que derrière, n'importe quel prestataire qui en fait a une proposition de valeur différenciante, qui a quelque chose avec un modèle économique qui fonctionne, qui fait soit gagner de l'argent à ses discounts, qui fait gagner de l'argent aux clients de ses discounts, qu'on peut intégrer facilement ou alors qui est prêt à en partie financer cette intégration, et donc du coup qui a un modèle économique vertueux, va intéresser une entreprise comme Cdiscount, en plus qui a tendance à être en avance de phase sur ces sujets-là. Je prends par exemple le paiement 4 fois, ça fait très longtemps que Cdiscount le fait. En fait, il y a pas mal de sujets sur lesquels Cdiscount est en avance de phase. On est ravis de continuer à être en avance de phase, pour peu que ça fasse sens, effectivement, dans l'équation économique. Merci beaucoup à tous d'être venus. On me signale que je suis très en retard. Donc, je vais devoir clôturer ce débat aujourd'hui, mais il continue autour de l'apéro tout à l'heure. Tu as tout à fait raison pour ceux qui veulent le continuer avec nous. Donc, merci Caroline, merci Alexandre, merci Jérémy de vous être joint à nous. Merci de votre soutien à cette émission. Et donc, tout de suite, la suite. Alors, la suite, c'est quoi? C'est les chroniques du PFC. Les chroniques du PFC, c'est quoi? Eh ben, en fait, on va être 4. On va sortir plein de sujets passionnants. Par exemple, juste un d'entre eux, histoire de faire un petit peu de teasing. Vous avez vu qu'il y en a quelques-uns qui avaient voulu jouer sur du stablecoin qui n'était pas si stable. Bon, on va voir ce que ça veut dire, un stablecoin qui n'est pas stable. Je suis sûr que ça parle à certains d'entre vous. Et pour les autres, stay tuned, on va en parler. Et juste avant, parce qu'il faut quand même le temps de changer le plateau, eh bien, une petite capsule où justement, tu parlais tout à l'heure de Louis Chatriot, président fondateur d'Alma, membre aussi de l'Axel. Il était notre invité dans la dernière émission. Une petite capsule où il nous fait un petit parallèle, où il parle de surconsommation et de BNPL. À tout de suite. 3, 2, 1.